Aujourd'hui, je suis très heureux, je pars en road trip, je m'en vais au Parc national du Mont Harford rejoindre mon bon ami Simon Dubois, voileux. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Hey, salut mon vieux! Salut Alexis! Ça va? Bien, toi? Hein, content de te voir? Moi aussi, bienvenue dans mon patelin. Hey, merci. Canton de l'Est. Yes! Écoute, super endroit. Incroyable. Je te retrouve toujours sur le bord de l'eau. Ah, on n'est jamais trop loin du bord de l'eau. C'est ça t'attire, c'est naturel. Je sais que tu as commencé jeune à faire de la voile justement ici. Exactement, ici dans les cantons de l'Est sur le lac Memphremagog. La voile, c'est une passion familiale qui a grandi avec le temps. Fait que là, je sais pas si on te sort de ta zone de confort. Aujourd'hui, tu as quand même déjà fait de la rando. C'est un gars de l'eau, mais dans la nature. Dès qu'il y a une opportunité pour connecter avec l'environnement, moi, je suis partant. En passant, c'est un sentier intéressant pour les jeunes familles, les jeunes enfants. On parle d'un 9 km, une boucle, mais c'est 600 mètres le sommet du Mont Chauve avec un magnifique point de vue sur le lac Stockley, entre autres, ici. Fait qu'on va se préparer. Super, je suis Puis Mont Chauve, c'est nous autres. Super. All right. Au début du sentier, justement, quand on quitte le sentier de vélo, on a une superbe clairière où il y a de grandes pruches, probablement presque centenaires pour en tout cas une qu'on a vue. Tout le parc du Mont Harford avec tous les différents monts, c'est vraiment accessible à toute la famille. C'est des beaux sentiers où il peut avoir un niveau de défi pas trop difficile, pas trop facile. C'est vraiment parfait comme terrain de jeu. On déconnecte vraiment de la ville. Oui, exactement. C'est vraiment le propre de la randonnée. Tu vois, Simon, on a commencé ici, puis là, on arrive à l'embranchement. On a le choix de prendre la gauche ou la droite parce que c'est une boucle qui va nous mener au sommet. Mais nous autres, aujourd'hui, on va prendre le flanc est. Ouais, jusqu'à 600 mètres d'altitude. Exact. On va avoir un beau point de vue jusqu'en haut. Ouais, j'ai bien hâte. Allons-y. Ça fait à peu près 45 minutes qu'on marche. On se ramène à l'eau encore. On t'a connu cette année, Simon, parce que tu as réalisé la Clipper Round the World Yacht Race. Tu as fait le tour du globe pendant 1 an. Ça a été une aventure extraordinaire, la course d'une vie, vraiment. 12 bateaux qui partent de l'Angleterre pour faire le tour du monde dans 8 grandes étapes ou 13 courses au total. On a terminé 2e. On avait le groupe de leadership le plus jeune avec la skipper Nikki Anderson à 25 ans. Wow. Les levées de soleil, le contact avec la nature, les animaux marins, les baleines. Les choses que j'ai vues sont indescriptibles. Puis partir 1 an quand même. Il y a un paquet de défis. C'est pas facile quand même de réaliser ça. Effectivement, si tu te lances pas dans un projet aussi gros, avec autant de risques, sans le support de tes proches, c'est la seule course qui est accessible aux amateurs. Il y a un entraînement obligatoire pour tout le monde, il y a un minimum de sécurité à avoir. Donc, tu as des gens comme moi qui ont beaucoup d'expérience de navigation. Je pense que c'est 30% des gens qui ont jamais mis les pieds sur un bateau qui s'embarquent là-dedans. De tous les âges, de 18 à 70 ans, des gens de partout à travers le monde, pour que tout le monde arrive en sécurité et que tout le monde ait du plaisir. Puis qu'on soit performant, ça reste une course. Puis j'ai lu aussi qu'on appelait ça l'Everest des mers. L'Everest, c'est le défi ultime des alpinistes, mais le tour du monde à voile, c'est le défi ultime pour les marins. Dans les deux cas, ça prend une bonne préparation, un bon équipement, mais surtout énormément de volonté et de discipline pour se rendre au bout. Donc, c'est 2 défis extrêmement difficiles qui permettent de repousser nos limites, autant dans la réalisation du rêve que dans le développement personnel, mais aussi dans le développement professionnel. Puis la voile, c'est vraiment un bel environnement pour faire des parallèles avec ça. Exactement. Puis j'en parle maintenant. Depuis mon retour, je fais quelques conférences dans les entreprises, dans les organisations professionnelles. Oui, je réalise un rêve. Oui, j'apprends sur moi puis sur l'organisation à travers ça. Mais aussi, comment est-ce que ça va me servir dans ma carrière d'homme d'affaires? J'avais le goût de ce défi-là, de me dépasser autant psychologiquement que physiquement en réalisant ce grand rêve-là. Ce segment est une présentation des magasins Sale. Avec le plus grand choix de vêtements et d'équipements au meilleur prix, vos histoires de plein air ne seront plus jamais les mêmes. Toute bonne histoire commence chez Sale.
Aujourd'hui à l'émission, on teste la botte Accu Tribute 2 LTR, une botte italienne de type classique, entièrement fait main, comme les Italiens savent le faire. Pour la semelle, on parle vraiment d'une semelle qui est en caoutchouc durable, on dirait presque un pneu. Alors une bonne botte avec des coutures qui sont vraiment parfaites, même à l'intérieur, ce qui fait que c'est une botte qui est extrêmement confortable dès la première fois, mais avec le temps, le pied vraiment va se mouler à la botte. Et on a donné une paire à notre invité Simon Dubois qu'on va tester lui et moi aujourd'hui. Donc, le sentier qui mène au sommet du Mont-Chauve, c'est un endroit où on a installé des roches parfois pour grimper. Les portions qui sont peut-être un peu plus abruptes, donc on a formé des escaliers avec les roches. Mais ça empêche aussi, probablement au printemps, le sentier de se désagréger complètement avec les eaux qui coulent du sommet. Il faut rappeler aussi que c'est un sentier pour initier les enfants en période hivernale à la raquette. Un sentier qui est accessible et qui nous offre quand même de superbes points de vue. Même un petit truc, dans certains cas, certains parents vont être en désaccord, mais on peut peut-être offrir un petit bonbon, un petit goodies à tous les kilomètres quand on avance, qui vont les motiver à vouloir grimper plus haut. Parce que la pire chose qu'on veut, c'est décourager nos enfants quand ils commencent. Hein? Évidemment, ça prend des belles expériences pour leur donner le goût d'en faire plus. C'est vraiment cool, on arrive au premier point de vue et on peut voir l'endroit d'où on est parti, qui est la plage avec les canaux qu'on peut voir colorés sur le bord de l'eau. Et on peut s'imaginer à travers les arbres en bas le sentier qui nous a menés jusqu'ici. Déjà, c'est une belle récompense. Beau point de vue. Je sais, on est en hauteur. Tu as monté à plusieurs occasions dans le mât du voilier avec lequel tu as fait le tour du monde. As-tu une anecdote par rapport à ça, nous raconter? Il est sûrement arrivé quelque chose. Ah, il en est arrivé une coupe. En fait, le mât, il fait 95 pieds sur les Clippers 70. Une des raisons pourquoi j'étais un de ceux qui montait dans le mât, c'est que j'ai un rapport poids-force qui est quand même très bien. Donc, j'étais facile à monter en haut. Mais je me souviens, à un moment, on était dans l'océan Indien, en direction vers l'Australie. Puis en même temps que les gars ont donné un coup pour me monter, il y a eu une vague qui a tapé sur le bateau. Je me suis mis à faire un peu le drapeau en haut du mât, puis j'étais allé cogner d'un bord puis de l'autre. Donc les gens en bas ont eu peur, mais sinon, on travaillait par corps de travail. Donc quand on dormait, les autres faisaient avancer le bateau. C'est arrivé quelques fois où on me réveillait en plein milieu de ma nuit pour monter dans le mât, aller déprendre quelque chose. Il y a un câble qui s'entoure autour de ma cheville, puis d'un coup, la voile regonfle, les pieds me partent, j'ai réussi à me retenir. Puis j'ai eu une coupe de courbature, j'ai eu le dos courbé un peu pour les jours suivants, mais sinon, tout s'est bien passé à chaque fois qu'on allait dans le mât. Fait que l'adrénaline embarque assez vite dans ce temps-là. La capsule Physio Rando vous est présentée par Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Salut Robin, aujourd'hui tu vas nous parler d'un impératif, la préparation physique, donc avant une randonnée, mais aussi la récupération lorsqu'on vient de cette longue randonnée. Oui, exactement, Alexis. Donc, on devrait commencer à se préparer à la maison. La première chose qu'on peut faire, c'est d'aller chercher des informations sur notre randonnée. On devrait trouver des informations, là, je vous dirais, surtout sur le dénivelé et la distance de la randonnée. Comme ça, on peut faire un bon choix, choisir une randonnée qui va correspondre à nos capacités physiques. Et ça, c'est très facile. On peut aller sur des sites web, évidemment, en ligne, trouver cette information-là. Mais il y a aussi une panoplie d'applications mobiles qui existent, qui vont nous fournir vraiment l'ensemble de ces détails. Mon deuxième point concerne l'alimentation et l'hydratation. C'est s'assurer d'être bien hydraté, puis aussi d'avoir bien mangé. Il faut encore commencer la veille, là, avant notre randonnée. Il faut s'assurer de maintenir notre hydratation et de manger aussi pour garder un bon niveau d'énergie durant notre randonnée au complet. Exactement. Et il faut savoir que souvent, lorsqu'il fait chaud, on va perdre des sels minéraux à travers la transpiration. Alors, il va être important d'ajouter des électrolytes dans notre eau. Ces électrolytes-là vont avoir l'effet de nous aider à remplacer les sels minéraux qu'on va avoir perdus dans notre transpiration. Puis après ça, bien, on va continuer de bien absorber notre eau au travers de notre randonnée.
Le troisième conseil que j'ai à vous donner, ce serait de faire des activations dynamiques. C'est des activations qui vont venir réveiller votre système nerveux central. Donc, vous pourriez faire des mouvements de genoux hauts. Donc, on lève les genoux hauts en alternant. On peut faire un exercice de talons-fesses. Donc, on amène nos talons vers les fesses en alternant les pieds. On peut faire aussi des mouvements de balancier avec la jambe. On peut faire aussi le même exercice, mais en bougeant la jambe de côté. Fait que pour compléter sa préparation, la dernière chose à faire, c'est de s'assurer de partir à marcher tranquillement. Il ne faut pas partir trop vite. L'important, c'est d'accélérer le pas jusqu'à qu'on se sent prêt. Donc, ça peut prendre 5-10 minutes, peu importe. Alors, on a terminé la rando maintenant. C'est l'heure de la récupération. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour bien récupérer, ce qu'il faut faire, c'est continuer de s'hydrater. On veut remplacer tous les électrolytes qu'on a perdus. On continue de bien manger. On prend un bon repas le soir pour récupérer au maximum, à reprendre notre énergie. Surtout si on continue le lendemain à faire de la randonnée. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se faire quelques petits étirements statiques. Ceux que j'aime faire et qui sont vraiment très faciles, c'est un étirement pour le mollet. Donc, on étire notre jambe en arrière, on maintient la position. Ça devrait tirer, c'est ça, dans le derrière du mollet. Le deuxième exercice qu'on peut faire, c'est un étirement pour l'ischio-jambier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est se mettre la jambe sur quelque chose, maintenir la position. Et le troisième exercice, un étirement pour le quadriceps. On vient prendre notre cheville, on se plie le genou au maximum qu'on est capable. C'est ça, on vient quasiment l'accoter sur notre fesse, puis on devrait sentir un étirement devant la cuisse. En terminant, si jamais vous êtes blessé, attendez pas 4, 5, 6 semaines. Attendez maximum 1 ou 2 semaines, puis venez consulter un physiothérapeute. Vous allez recevoir des conseils précis, des exercices adéquats, puis vous devriez être capable de retourner sur les sentiers beaucoup plus rapidement. Donc, en période comme ça, printanière, évidemment, il y a encore de la boue dans le sentier. Il y a de la bouette. Il y a de la boue. Et là, on peut voir des traces de chiens. Ça me fait penser, depuis l'an passé, il y a eu un projet pilote à travers les parcs nationaux. Et cette année, si les chiens sont ennemis, mais informez-vous, il y a quand même des pistes où c'est pas le cas. Mais habituellement, sur les sites web, vous avez toute l'information nécessaire. Tu sais, Simon, en début de saison comme ça, il y a du moustique, là. Faut dire aux gens à la maison, c'est pas toujours comme ça. C'est surtout en début de saison. Ça dure 2 à 3 semaines, dépendamment des territoires. Mais c'est surtout un défi et t'en as relevé pas mal de défis avec ton tour du monde en bateau. Tu me contais l'histoire du mât tantôt. Il est arrivé autre chose aussi. Bon, on sait qu'il y a eu un mort pendant l'année. Ouais. C'est quand même une véritable épreuve, pas toujours facile. Des épreuves comme celle-là en mer, ça prend des qualités particulières. C'était quoi ton plus grand défi sur le tour? Il y a une multitude de défis. Il y a des défis physiques avec la fatigue, le froid, la chaleur, donc des températures complètement extrêmes. Puis on parle de la nature, on peut pas vraiment la contrôler. Puis nous, quand on était au milieu du Pacifique, quand un ouragan est passé, il a fallu faire face à des vagues de 20-30 mètres, à des vents de 200-250 km/h. Il faut s'adapter, les bateaux sont faits pour résister à ça, puis après c'est à nous de contrôler ce qui se passe, puis ça amène des souvenirs absolument extraordinaires. Le défi humain est absolument grandiose. Le fait que c'est une course en équipe, où on est sur un bateau en captivité avec tous ces gens-là qui ont des motivations et des aptitudes différentes, l'aspect psychologique, l'aspect tolérance, s'adapter aux autres, de développer cette culture d'équipe-là où la sécurité prime surtout, mais aussi où il y a un aspect de performance parce qu'on est en course. Puis finalement, quand tu arrives, tu es fier de ce que tu as accompli. Et dis-moi, tu as eu des grands honneurs cette année à travers le Canada même. Ça a ramené la voile à l'avant-plan, ce qu'on n'avait pas vu au Canada et encore moins au Québec depuis très, très longtemps, justement. Ton prix duquel tu es le plus fier? Ah, écoute, ce que je suis le plus fier, c'est déjà d'avoir réussi ce projet-là, mais jamais j'aurais espéré avoir l'impact que le projet a eu, d'être suivi par des milliers de Québécois, même que ça prenne de l'ampleur partout au Canada avec le prix de Jerry Roof, qui est le dernier grand Québécois navigateur qui avait tenté le tour du monde, d'être marin de l'année au Québec, d'être reconnu parmi la communauté de voile, d'avoir fait rêver les gens à travers mon projet. Pour moi, c'est le plus bel honneur que je pouvais espérer. Et là, j'imagine que tu as des projets?
Des projets, oui, je dirais, ça arrête pas. Depuis que je suis revenu, je fais beaucoup de conférences dans les écoles, dans les entreprises, dans le milieu nautique, justement pour transporter ce que j'ai appris et ce que j'ai développé dans cette aventure-là, le raconter, mais aussi que ça puisse servir à d'autres. Parce que je suis avant tout un homme d'affaires. Puis ce que j'aime faire, c'est aider les entreprises à mieux performer, à se transformer puis s'adapter aux conditions changeantes. Au même titre que le bateau fallait s'adapter aux conditions changeantes. Donc, mon prochain gros défi, c'est de transposer ça dans le milieu des affaires ici au Québec pour avoir un réel impact au niveau de la société et des entreprises québécoises. Ça fait 2 heures qu'on marche maintenant et on arrive au second point de vue, un superbe panorama avec plusieurs petits lacs, entre autres ici. J'ai l'impression que tous les lacs de l'Estrie sont probablement concentrés ici. C'est magnifique. Écoute, on est en hauteur, ça me rappelle encore ton histoire tantôt. Tu nous jasais que tu étais suspendu par les pieds au mât. Mais comment ça s'est terminé finalement cette histoire-là? Écoute, j'ai été chanceux, puis je suis chanceux d'être ici aujourd'hui sur mes 2 pieds. Pendant une manœuvre d'urgence, il y a une voile qui s'était déchirée, il y a un câble qui s'entoure autour de ma cheville. Puis je me souviens à ce moment-là, j'ai regardé moi, un coéquipier, il était juste à côté de moi dans la manœuvre. J'ai regardé dans les yeux, j'ai dit coupe la corde là, s'il vous plaît. Peut-être pas dit s'il vous plaît, mais il a réagi super rapidement. J'ai été chanceux parce que c'est quelqu'un qui était bien entraîné, c'était quelqu'un qui était sérieux, c'est un ancien militaire, donc il était habitué aux situations de stress. Puis heureusement, à bord, on a toujours notre gilet de sécurité avec nous, notre harnais qui nous attache au bateau. On a toujours un couteau aussi sur nous pour des situations comme ça, parce que le plan B, c'est de me couper mon harnais et de me laisser catapulter à l'eau. En pleine nuit, en pleine mer, c'est pas le plan B idéal. Il y a beaucoup de similitudes entre la voile, l'alpinisme, bon, les câbles, l'importance donc de planifier et de bien s'équiper quand on fait un sport. C'est primordial. Il faut avoir le bon équipement, savoir l'utiliser aussi. Puis on espère qu'on n'aura pas à l'utiliser, mais il faut se préparer au pire dans n'importe quelle aventure, dans n'importe quelle chose qu'on fait. Dès qu'il y a des risques, il faut s'y préparer. On y va, on continue. C'est pour ça qu'on fait de la rando. La Chronique au sommet est une présentation de Terra Ultima. Randonnée et sommet. L'Aconcagua est un sommet d'Argentine s'élevant à 6962 mètres d'altitude. Surnommé le Colosse de l'Amérique, il constitue le point culminant de la cordillère des Andes. Il fait partie de la couronne des 7 sommets les plus hauts de chacun des continents. La meilleure saison pour escalader l'Aconcagua est durant l'été austral, de décembre à juin. Son ascension est relativement aisée pour des personnes acclimatées à l'altitude, malgré des phénomènes venteux parfois violents. Par la voie dite normale, on évolue à travers une vallée qui présente une palette de couleurs surprenantes sur les flancs qui l'abordent. Le camp de base, à 4300 mètres, se nomme Plaza de Mulas, place des mules. Ce sont elles qui agissent comme porteurs de matériel. Elles sont très utiles. D'ailleurs, on retrouve peu d'animaux à cette altitude. Seuls quelques oiseaux et le renard des Andes s'y aventurent. Alors, en début de parcours, on a prêté des bottes à Simon. On parle de la Tribute 2 LTR. Comment as-tu trouvé la botte? Écoute, je suis impressionné parce que vraiment, elles sont super légères. Peu importe le terrain qu'on a parcouru, ils ont un bon soutien au niveau des chevilles. Ça glissait pas, ça mordait bien. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est qu'on a quand même eu une grosse variation de température. Ça a varié de 10-15 degrés de ce matin jusqu'au sommet. Mais j'ai jamais eu froid aux pieds, j'ai jamais eu chaud aux pieds. Donc ça respire très bien. C'est une botte vraiment à toute épreuve. On a eu de l'eau aujourd'hui, de la boue. Pour de longues randos, c'est vraiment une botte qui va faire le travail. Et en plus, hein, si tu remarques, Simon, c'est pas une botte qui s'est délassée, entre autres à cause qu'on profite de l'autobloquant qui a vraiment fait le travail. La seule chose peut-être, c'est qu'au-delà de 22-23 degrés, c'est peut-être une botte qui deviendrait chaude, mais vraiment une botte à recommander. Si vous voulez l'essayer ou aller voir pour d'autres bottes, ben c'est en magasin que ça se passe. Allez voir votre conseiller Sail. On y va, on finit cette rando-là. Allons-y.
On arrive à un superbe point de vue. Alors, c'est un des points de vue auxquels on a accès avant d'arriver au sommet. C'est superbe. Fait que là, on arrive proche du sommet. On est à quelques mètres. Le sommet est ici en haut, donc 600 mètres d'altitude. On devait arriver par le flanc est, mais on s'est fait conseiller par des randonneurs qu'on a croisés au carrefour qu'on était mieux de monter par le flanc ouest, ce qu'on a fait. Mais probablement que pour la descente, on prendra le flanc est. Et ça, c'est le chemin que vous avez derrière pour terminer la boucle en entier. Pas mauvais des fois de poser des questions sur l'état du sentier quand on ne le sait pas. Et donc, on se dirige vers le sommet. On achève. On arrive au sommet. Oh yes! Wow! On est arrivé au sommet du Mont Chauve finalement avec cette superbe vue sur le lac Stockley. C'est pas un sommet très haut, mais hein, on a toujours une satisfaction quand même. C'est incroyable la vue qu'on a. On peut pas être déçu d'une belle journée comme ça de randonnée. C'est notre récompense. Exactement. Récompense d'être connecté avec la nature, d'avoir un point de vue, puis d'avoir jasé. C'est pour ça qu'on fait de la rando. Comment t'as trouvé ta randonnée, Simon? C'est extraordinaire, on peut pas demander mieux pour une météo. Pas trop chaud, pas trop froid. Un sentier balisé quand même, roches, racines, terre. Essentiellement, c'est ce qu'on a trouvé ici aujourd'hui, mais un sentier qui demeure accessible. Ça se fait assez vite, en une journée, voire une demi-journée. Ça nous donne un point de vue sur plusieurs massifs montagneux qu'on a autour, dont le massif du Mont Orford. Tu fais le moustique, mais ça, oui. Ça vient avec. Exact. Merci encore une fois, Simon. Bien content, mon chum, que tu sois venu faire ça avec moi. Puis écoute, tiens-moi au courant de tes projets. Je veux absolument qu'on se revoie le plus tôt possible. Absolument. Bon été, bonne randonnée. C'était vraiment super de lancer la saison estivale avec toi comme ça. Cool.